Bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire dédié à la relation parent-enfant, les clés d'une famille épanouie. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable de programme du programme La santé de votre enfant chez Harmonie Mutuelle et je suis accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de toute l'équipe Akayogi qui va vous présenter ce webinaire et de ma collègue Nathalie Devino qui est connectée elle aussi. La santé de votre enfant, c'est l'un de nos 3 grands programmes de prévention qui est dédié aux parents d'enfants de la naissance jusqu'à 17 ans. Les 2 autres programmes sont consacrés aux adhérents à partir de 50 ans, donc Demain s'invente aujourd'hui, et à la santé féminine. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat pendant l'événement. On vous met ici les prochaines rencontres santé, les prochains webinaires prévus, puisqu'avec en partenariat avec Akayogi, on a une série de 3 grands webinaires qui sont prévus. Donc le 1er avril, c'est aujourd'hui, et ça n'est pas une blague. Le 13 mai, au secours mes parents divorcent, et le 17 juin, repérer, prévenir et surmonter les addictions. Je vais maintenant passer la parole à celle qu'on attend toutes et tous. Déborah, Béatrice, c'est à vous. Merci, bonjour à tous et bienvenue. Donc, moi, c'est Déborah d'Akayogi. Je suis maman de 3 enfants et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cet atelier, de se concentrer aussi sur cette question, comment valoriser la place de l'enfant et puis essayer d'avoir une vie épanouie. Pour ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagnée de Béatrice. Béatrice Sabaté, bonjour et bienvenue. Béatrice, vous êtes psychologue de formation. Vous travaillez depuis 20 ans en guidance parentale, donc vous avez dû voir beaucoup de situations qui vont nous parler à tous. Et puis, vous avez eu la chance de rencontrer Jen Nelson, qui a fondé la discipline positive aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs adapté son best-seller, La discipline positive, et puis pour les parents de plus petits, parce qu'on sait que de 0 à 3 ans, il y a des choses qui se passent bien particulières. Et en 2012, vous avez cofondé l'association Discipline positive. Oui. Donc, on a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui. Je suis ravie. Nous aussi. Ce webinaire va être articulé en 3 grandes parties. On va se poser dans un premier temps la question, finalement, c'est quoi une posture ferme et bienveillante, puisque on parle de fermeté et de bienveillance dans l'approche de la discipline positive. Donc, on va voir à quoi ça ressemble et puis comment faire. Dans un second temps, on parlera de vous parlerez de la régulation émotionnelle, un principe essentiel puisque c'est la clé et c'est la reine de toutes les compétences psychosociales. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Et puis enfin, on parlera de l'importance du langage, de l'encouragement. Savoir encourager nos enfants, c'est très important pour valoriser leur estime de soi, leur sentiment de valeur, évidemment leur autonomie. Vaste programme qu'on va tenir en une heure. Alors, la posture ferme et bienveillante, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Comment faire concrètement? La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on a quand même très souvent tendance à opposer fermeté d'un côté, bienveillance de l'autre, mais est-ce que finalement, c'est pas les 2 piliers d'une vie de famille épanouie? Alors, ça fait très longtemps qu'on les oppose. Ça fait des siècles, en fait, qu'on est sur le ou, au lieu d'être sur le... En tout cas, on n'est pas sur le et. Et ça me ramène tout de suite une petite anecdote que j'ai envie de partager avec vous pour dire que l'époque, elle a changé. Je vais dans une école et je vais dans une classe qui travaille sur les compétences psychosociales et j'arrive un peu en avance et l'enseignant me dit vous pouvez vous asseoir là. Et je dis ouais, pas de problème. Et là, j'ai une petite, je suis quand même en maternelle, et j'ai une petite qui se lève et qui me regarde bien en face et qui dit on dit pas ouais, on dit oui. Et là, je me suis dit, l'époque a changé. Donc, en fait, fermeté et bienveillance, si on y revient, et c'est encore dans les débats aujourd'hui, tous les débats autour de l'éducation positive, vous allez retrouver en fait cette friction entre les deux. Et je crois que c'est peut-être intéressant de démarrer en se partageant en fait qu'est-ce qu'il y a derrière les concepts, qu'est-ce que ça veut dire cette fermeté. Et la fermeté, en tout cas en discipline positive, ça va être d'abord le respect de soi, le respect de ses besoins. Si j'ai déjà lu une histoire à mon enfant et que je suis fatiguée, de lui dire là je suis fatiguée, demain je te lirai l'histoire, ça va être de la fermeté, ça va être du respect de son besoin à soi. S'il est en train de dessiner sur les murs et que je dis non, ça me convient pas, ou si l'ado veut sortir et ne pas respecter
l'heure de retour, en fait, je vais pouvoir le poser. Donc ça va être de la fermeté. La fermeté, elle s'exerce aussi dans le respect du cadre. Donc le cadre, ça va être les règles, ça va être les interdits, ça va être les règlements intérieurs. Donc, par exemple, on prend pas un article dans un magasin sans le payer. Par exemple. Ou on dessine pas sur les murs, c'est mieux. Ou des choses comme ça. On tape pas son frère parce qu'il veut pas prêter sa tablette. Bien sûr. Donc ça, c'est le cadre. Donc le parent, il est garant de ce cadre. Et puis il y a une autre dimension à la fermeté qui est celle du respect des besoins de la situation. Donc en fait, on va être si nos enfants se disputent, nous allons être garants du cadre. Si notre enfant est petit et qu'il a besoin de 8 heures de sommeil, on va respecter ses besoins physiologiques. On en est responsable. On en est responsable. Et de la même façon, si mon ado est diabétique, je vais être celui ou celle qui va l'accompagner pour s'assurer que son régime alimentaire, par exemple, est respecté. Donc ça, c'est la fermeté. Et puis, j'allais dire en parallèle, mais même de façon, voilà, la bienveillance, c'est le deuxième pilier, et la bienveillance, c'est le respect de la perspective de l'autre. Donc en fait, c'est comme un je te vois. Et donc en fait, ça invite l'enfant dans cette équation, et le curseur, il n'est pas sur le ou. Le curseur, il est sur le et. Il est vraiment sur le et. Si par exemple, je vous disais, OK, je vais prendre le contrôle de votre respiration pendant quelques secondes. Oui. Et ceux et celles qui nous écoutent pourraient faire la même chose. Je vais prendre le contrôle de votre respiration. Je vais vous demander d'inspirer, et vous n'allez expirer que quand je vous le demanderai. OK, alors on inspire. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Là, je peux plus là. J'ai besoin de m'écouter, d'expirer, exactement. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et bien, fermeté et bienveillance, c'est exactement la même chose. Donc, on va mettre le curseur sur le et on va arrêter de les opposer. C'est pour ça que les débats actuels, personnellement, je trouve sur est-ce qu'on est dans l'autoritarisme, est-ce qu'on est dans le laxisme, en fait, ils n'ont pas lieu d'être. On a besoin d'un cadre. Enfin, l'enfant a besoin du cadre pour se construire, et on a besoin de l'intégrer dans la relation et de faire de la place non seulement à ses besoins, mais à ses perspectives. Donc, on a besoin des deux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça fait du bien justement de rappeler cette fausse idée qu'on entend beaucoup. Fermeté et bienveillance, finalement, ce sont pas du tout des contraires. Ils doivent être appréhendés dans ce que vous dites comme en binôme, en fait, parce qu'ils agissent en complémentarité. Et je crois que c'est d'ailleurs tout le pilier, le fil rouge de la discipline positive. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la définir pour ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Alors, la discipline positive, c'est un véhicule parmi d'autres qui enseigne les compétences psychosociales dont on a besoin. Et si on revient un petit peu en arrière sur la toile de fond, à la naissance, le bébé tout seul n'existe pas. En fait, il a besoin d'être en lien. Il a besoin d'être connecté. Il a besoin de la proximité de l'adulte, ne serait-ce que pour survivre. Donc ça va définir un des besoins fondamentaux de l'enfant, mais de l'être humain, c'est d'être en lien. C'est la proximité sociale. Le deuxième besoin fondamental, ça va être le besoin de développer son autonomie. Il a besoin de devenir autonome. Et ça va se faire progressivement. Et la troisième chose qu'on va regarder, ça va être de développer ses compétences pour pouvoir fonctionner dans le collectif, et surtout aussi travailler son sentiment de valeur. Donc ça, en fait, c'est un peu le socle, et c'est un peu le rôle du parent qui va en fait être garant du respect de ses besoins fondamentaux. Et pour ça, comme je parlais de la petite fille tout à l'heure à l'école, eh bien en fait, dans davantage d'horizontalité, l'enfant va avoir besoin de la guidance du parent pour trouver la juste place dans la relation. Donc, une famille épanouie, c'est quand chacun tient son rôle et que les rôles sont clairs. Donc, le rôle du parent, c'est de s'occuper des besoins fondamentaux de son enfant pour qu'il puisse devenir adulte. Et le rôle de l'enfant, ça va être de se sentir suffisamment en sécurité pour partir en exploration et apprendre à fonctionner
dans le collectif Oui. et s'épanouir sur le plan individuel. Et développer son autonomie, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on a souvent tendance, pour gagner du temps, à faire à la place de « je vais mettre tes chaussures, je vais ranger ta chambre ». Et c'est vrai que bon, on peut gagner du temps sur le moment, mais à long terme, on l'aide pas à s'épanouir et à devenir un adulte aussi responsable. Exactement. Et du coup, la discipline positive, si je donnais une définition très basique, ça serait le « OK ». On a compris qu'il fallait être à la fois ferme et bienveillant, encourageant, très bien, ça on est d'accord sur cette posture. Aujourd'hui, les recherches montrent, on est d'accord sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Et maintenant, c'est on fait comment? Donc concrètement, à la maison, on fait comment? Et ben la discipline positive, elle s'intéresse à ça. Donc elle va partager des outils concrets pour ça. Et on va y venir sur les outils, parce que j'imagine que les parents sont friands d'outils concrets, bien sûr. Et c'est un véhicule parmi d'autres. Et ça, je tiens à le partager parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jen Nelson il y a 20 ans. Je trouve que la démarche qu'elle partage, elle est solide. Maintenant, c'est pas la seule démarche. Il y en a plein. Et c'est aussi le temps, je trouve, de regarder quels sont les points communs entre les différentes approches de parentalité qui sont proposées aux parents. Oui, plutôt que de les opposer. Il y a quand même ce point commun, justement, de pouvoir écouter l'enfant et de respecter ses besoins. On l'entend dans beaucoup de courants. Ouais. J'aimerais aussi que vous nous partagiez les fameuses 3 questions, parce que c'est vrai qu'en discipline positive, donc vous avez parlé des besoins des deux, mais il y a 3 questions qu'on peut verbaliser. D'ailleurs, on a une slide pour que vous puissiez les voir, alors pas les apprendre par cœur, mais essayer de les mémoriser, qui sont d'ailleurs le cœur de cette approche ferme et bienveillante, ce binôme, ce gagnant, ce duo gagnant, on pourrait dire ça comme ça. Oui, et puis je trouve que ces 3 questions, c'est un outil concret pour rentrer dans cette posture. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est respectueux des besoins de l'enfant, de sa perspective? Et je vais vous donner un exemple concret sur cette première question qui nous permet d'aller vérifier qu'on est dans la bienveillance. Si mon enfant est en train de jouer au Capla et que c'est l'heure de se coucher, les 8 heures de sommeil, c'est pas son problème. Sa perspective, c'est qu'il est en train de s'amuser. Donc, le « je te vois bienveillant », ça va être je vois que tu es au milieu de ta tour et vraiment tu t'amuses avec ces capes-là. Tu as envie de continuer de t'amuser. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'on va le laisser jouer au capla toute la nuit. Donc, la fermeté, et c'est les 2 questions suivantes, ça serait « est-ce que ça me convient ?» Et pour moi, c'est l'heure du coucher, par exemple. Donc, ça ne va pas me convenir que le jeu continue. Et puis, est-ce que c'est respectueux des besoins de l'enfant et de la situation? Non. S'il a besoin de 8 heures de sommeil et que le lendemain, il y a cours, il y a école, ça va pas le faire. Donc, ça va me permettre d'aller sur je vois que tu as envie de continuer à jouer et que ça va être frustrant parce que c'est l'heure du coucher. Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main pour mettre les caplas dans le seau ou est-ce qu'on laisse la tour comme ça, tu pourras poursuivre demain matin? Donc, c'est une façon parmi d'autres, c'est pas la bonne réponse, mais là, on vient de mettre en scène un choix approprié. Oui. Et la reconnaissance de ce que ressent l'enfant, parce que c'est sûr qu'il va pas aller tout de suite, oui, je m'arrête et j'y vais. Ouais. Et si c'est l'heure des devoirs et que mon ado, il a qu'une envie, c'est d'aller jouer avec son copain. Trouver ses copains. Si je lui dis, ouais, je comprends, il est tellement sympa ce Yazid, maintenant, tu as tes devoirs à faire. Dès que tu auras fini les devoirs, tu pourras aller le voir, bien sûr, avant le dîner. Donc, en fait, ça va être de s'assurer que dans ce qu'on fait, on intègre la perspective de chacun. Sans donner droit à toute la place dans le lien d'un côté ou de l'autre, parce que sinon on prend le risque soit du laxisme, soit de l'autoritarisme, quand il manque un des éléments de ces 2 piliers. Donc ces 3 questions, elles sont vraiment des petites choses à garder à l'esprit quand vous relisez quelque chose qui s'est passé ou quand vous savez pas trop ce que vous allez faire dans une décision que vous avez à prendre qui concerne l'enfant. Merci pour cet éclairage. En tout cas, ce qu'on peut quand même vraiment retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans l'abnégation de soi pour être bienveillant et que, au contraire, on peut aussi s'écouter, nous parents, s'autoriser à s'écouter, voir si la solution nous convient. Et ça me vient justement parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents qui se sont posés ou qui se posent là en train de nous regarder cette question. Quand on parle de bienveillance, le risque, en tout cas, qu'on a, ou peut-être c'est cette idée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que moi, parent,
je perds le contrôle, je perds mon autorité parce que j'ai besoin de cette autorité justement pour faire respecter ce cadre et que voilà, on tombe vers l'enfant tyran qui a pris les pleins pouvoirs et que tout est bancal, le château de cartes s'écroule dans la maison. Oui, bah oui. En tout cas, c'est une question légitime et on l'entend souvent. Et un élément de réponse, c'est peut-être de ne pas confondre l'égalité avec l'horizontalité. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans des relations qui sont plus horizontales, donc l'enfant a sa place. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, l'égalité, c'est une égalité de valeur. C'est-à-dire que l'enfant, il a la même dignité, il a la même valeur que n'importe quel autre être humain. Par contre, il n'a pas les mêmes responsabilités, il n'a pas les mêmes devoirs. Il n'a pas les mêmes rôles. Il n'a pas le même rôle. Donc ça, les enfants, ils l'oublient souvent et ils ont besoin de nous pour remettre le curseur sur ce « et » en fait. Parce que combien de fois on entend, je ne sais pas chez vous, mais tu bois du coca, pourquoi pas moi? Oui. Ou j'entends là récemment un jeune qui me dit attends, pourquoi je vais m'excuser? Ouais, j'étais en retard, pourquoi je vais m'excuser? Est-ce que le prof il s'excuse pas? Donc en fait, ils vont chercher une égalité pleine et entière en oubliant qu'on n'a pas les mêmes responsabilités, les mêmes droits, les mêmes compétences, et que ça c'est à prendre en compte. Et le gardien du cadre, ça n'est jamais l'enfant, c'est toujours le parent. C'est notre responsabilité, bien sûr. Et si on le lâche, les personnes qui vous posent cette question, elles la posent en toute légitimité, c'est-à-dire que si je lâche le cadre, je vais basculer dans le laxisme parce que l'enfant aura toute la place dans le lien, alors qu'il devrait avoir toute sa place dans le lien. Donc vraiment d'être vigilant à ça parce que c'est souvent en atelier de parents ce que l'on rencontre, les difficultés qu'on rencontre. Et dans les cabinets de psy aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont devenus les décideurs. Les rois. Et rappelons qu'on a besoin du cadre. Enfant comme adulte, on a besoin du cadre. Alors concrètement, je pense qu'on a bien compris cette différence et surtout cette complémentarité. Le « et », c'est important. Parents, on n'a pas à choisir. C'est la bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'être soit bienveillant, soit fermeté. On prend le package qui va ensemble. Mais alors, quels outils vous pourriez nous donner pour essayer de tendre et d'incarner concrètement à la maison, avec nos enfants, avec nos ados, cette posture ferme et bienveillante? Est-ce que vous avez quelques outils à nous donner? Oui, j'ai des outils concrets et je voudrais préciser que pour moi, le ferme et bienveillant, c'est pas un diplôme qu'on accroche au mur, c'est pas un costard qu'on a. On va sortir de cette posture parfois et il y a des moments où on sera juste ferme, on sera juste bienveillant et ce sera nécessaire. Si mon enfant traverse la rue, je vais pas commencer à lui dire de quoi tu as besoin et poser une question qui est bienveillante. Ce sera pas le moment. Je vais lui dire stop, le bonhomme est rouge et on traversera après. Donc en fait, c'est vraiment un parti pris. Et quand on prend le parti de la coopération, c'est-à-dire opérer à plusieurs, il y a plein d'outils concrets. Il y en a 1001. J'en ai choisi un ou deux pour faire une toute petite démonstration. Et je vous propose de rajeunir pendant quelques secondes si vous nous écoutez. Imaginons que vous ayez 5-6 ans. Donc, vous allez avoir 5-6 ans et vous avez faim et c'est l'heure du dîner. Je suis en train de préparer le dîner et là, vous me tournez autour et ça commence un peu à monter. Donc, je vais réagir de deux façons et vous allez vous centrer sur ce que vous ressentez quand je réagis. Donc là, vous me dites une première fois, j'ai faim. J'ai faim, maman, j'ai faim. Oui, ça va venir. Ça va venir. Regarde, je suis en train de préparer le dîner. Non, mais j'ai vraiment très faim. Attends 2 minutes et puis ça va venir. C'est long 2 minutes. Donc, si on s'arrête, qu'est-ce que vous ressentez si vous mettiez un mot sur ce que vous ressentez là? En tout cas, je me sens pas entendue du tout. Je me sens pas entendue? Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'elle s'en fiche un peu que j'ai faim, en fait. Elle est en train de faire son truc. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais certainement aller lui tirer la manche pour qu'elle réagisse. Et moi, ça va m'agacer. Si on reprenait la scène et vous me dites j'ai faim et je vais susciter votre coopération. Donc, vous avez faim. J'ai faim. Maman, j'ai faim. Ouais, je comprends. D'ailleurs, c'est quasiment l'heure du dîner, mais je suis un peu pressée. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour me donner un coup de main? Oui. Ouais. Et je goûte. Tu pourrais goûter. Je pourrais goûter. Ouais. Et là, je voudrais bien que tu mettes les serviettes sur la table parce qu'il manque encore les serviettes. Ouais. Tu veux bien? Ouais, je veux bien. Merci de ton aide. Qu'est-ce que vous ressentez? Là, c'est sûr que je sens qu'on reconnaît ce que je suis en train de ressentir. Oui, on n'est pas en train de me dire ce qu'il faut que je fasse.
Donc, du coup, je sens que c'est presque un jeu. Maintenant, je vais m'amuser avec ma maman. Ouais. Et donc, ça vous donne envie de mettre les serviettes sur Ouais, la table. ouais. Donc, on va aller chercher, là, par exemple, cet outil, ça serait susciter la coopération. On pourrait, si on a le temps, on pourrait en visiter un autre. Mais on va devoir. Non. C'est vrai que on a envie de partager encore plein de choses. Par contre, ce que je vous propose, il y en a plein. Béatrice, en revanche, c'est de commenter la slide avec les 3 piliers, justement, de ce cadre ferme et bienveillant, avec les lignes de conduite, comme vous venez de l'exposer, à faire avec l'enfant. Là, on voit bien que vous avez fait avec moi. Oui. De pouvoir responsabiliser, donner du sens à ce qu'on fait, d'impliquer. C'est ça la coopération, hein, c'est j'implique, je fais avec et je ne fais pas à la place. Oui. Et puis rappelons aussi le 3e pilier qui est de pouvoir installer des routines. Les routines sont très sécurisantes pour les enfants, des rituels du coucher, du matin, et puis même quand on est ado, des rituels de complicité aussi pour retrouver. Et dans tout ce que vous venez de dire, j'ai pas grand-chose à ajouter. Le mot essentiel, c'est avec. Donc en fait, dans cette démarche de coopération, on va faire avec. Donc si on pose des lignes de conduite et que l'enfant est assez grand pour le faire, il a une soirée samedi soir, c'est un ado, et on va poser des lignes de conduite parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit en sécurité dans cette soirée. Et pour lui, peut-être qu'il va me dire, moi, c'est de profiter au maximum. Et surtout, tu me dis pas de rentrer dans les autres. Et en fait, on va aller poser des lignes de conduite. Donc peut-être que pour me sécuriser, moi, je vais avoir besoin qu'il m'envoie un SMS quand il est arrivé à la soirée. Peut-être que dans les lignes de conduite, pour moi, il viendra me dire bonsoir quand il rentre et on s'est mis d'accord sur une heure de retour. Et de choisir ensemble. Voilà. Pour lui, ça va être de pouvoir y aller de façon indépendante et d'y aller avec son copain, machin. Donc en fait, c'est avec. Et c'est beaucoup plus puissant. Moi, ma petite expérience, du coup, ce que je disais, j'ai 3 enfants et les règles familiales, on les a construites ensemble. Et maintenant, c'est plus acceptable quand je dis, rappelle-toi la règle que toi, tu as écrite et donc, du coup, qui sont affichées, c'est la tienne. Donc, oui, en effet, il va se reprendre rapidement. Peut-être que vous avez des questions. On pourrait évidemment parler encore pendant des heures sur cette posture, mais je pense que vous avez bien compris l'essentiel, c'est bienveillance et fermeté. Y a-t-il des questions sur Alors, bonjour, bonjour Béatrice, bonjour Déborah, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dan. Il y a une question qui est assez générale, mais je voudrais aussi la compléter d'un commentaire de Joël qui est intéressant. La question était une question de Gaël, faut-il adapter ses conseils à l'âge de nos enfants? Mais Joël parle donc d'un enfant de 17 ans qui dit, voilà, un ado est dans l'instant présent, ici et maintenant, alors que moi, je vais m'organiser 15 jours avant. Est-ce qu'il n'y a pas justement une question voilà, avec l'âge, une façon de travailler les instants différemment? Alors oui, bien sûr, on va adapter en fait notre façon d'être. Par contre, la posture ferme et bienveillante, elle va rester la même. L'ado à 17 ans, il n'a pas simplement parce que dans son cortex préfrontal, il se passe plein de choses. Hein, c'est un lieu de chantier. Il n'a pas la même capacité à se projeter, à anticiper. Il est dans l'instant présent, c'est normal. Parce qu'en fait, son cerveau n'est pas pleinement mature. Il le sera vers 24-25 ans, mais il a encore quelques années devant lui. En face de lui, il a un parent qui est parfaitement mature et qui donc ne comprend pas que son enfant s'y prenne pas plus à l'avance pour préparer quelque chose. Donc, je crois que de rapprocher nos attentes. La première chose qui me vient et la première question souvent qu'on se pose en discipline positive, c'est quelle est la compétence qu'il a besoin de développer en fait. Alors, si c'est l'organisation, peut-être que je vais choisir de m'asseoir avec lui et de découper une tâche s'il a quelque chose à rendre pour que ça soit des petits instants, des objectifs successifs qui le ramènent davantage dans l'instant présent. Peut-être que je vais faire avec lui une recherche de solution. Ok, tu as cette deadline à respecter, tu as ça à organiser, il reste tant de temps, comment tu vas t'y prendre? Et puis, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de façons de faire, mais je vais aller chercher sa contribution, le j'ai besoin d'aide, pour pouvoir vraiment lui donner le plus de pouvoir d'agir possible. Parfois, je vais être amenée à lui laisser faire l'expérience de son choix. C'est-à-dire qu'il va attendre le dernier moment et là, il va être à la bourre. C'est pas confortable
pour beaucoup d'ados, ça va être suffisant pour sonner la petite alarme de dire « Ouh, la prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt. » Ah, ok, tu t'y prendras plus tôt. Tu feras quoi de différent? Je ferai peut-être ci et ça. Donc, en fait, l'aider à explorer finalement les conséquences de son choix. C'est difficile sur le plan scolaire à faire ça, mais ça pourrait. Et puis, si ça fonctionne pas, c'est aussi de se rappeler que cette compétence, elle n'est pas en action, elle n'est pas pleinement mature et ça va venir. Donc, de garder cette confiance, en fait. De faire confiance à nos enfants. Oui, c'est comme un enfant qui apprend à marcher quand il a 1 an. Il n'y a pas une seconde où on doute qu'un jour, il va savoir marcher. Et pourtant, il tombe, il se relève. On dit, ah, là, t'es tombé. Hop, vas-y, recommence. Et puis, jusqu'à ce qu'il sache marcher. Ça serait génial de pouvoir garder cette confiance dans le fait qu'un jour, ils sauront anticiper. Mais ça n'empêche qu'ils ont besoin de notre aide pour les aider à anticiper. Et quand ils sont très motivés, les vacances, une soirée avec des potes, ils anticipent. Donc, c'est de le mettre au service de ce qui est utile. C'est une très belle transition, Dan, s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, pour revenir sur la deuxième partie, qui est justement dédiée à la régulation émotionnelle, qui elle-même, finalement, c'est la clé de ces compétences psychosociales. Et ce qu'on cherche quand même en tant que parent, c'est à développer toutes ces compétences chez nos enfants. Alors, j'avais envie... peut-être juste une petite question, si on a le temps. Bien sûr, on la prend. Une question de Chloé qui nous demande que faut-il faire face à un enfant de 2 ans qui nous teste, qui insiste à faire quelque chose qu'on lui a interdit plusieurs fois? Alors, la première chose, c'est qu'en tant que parent, c'est de se dire que c'est normal et qu'en termes de développement, il est là où il devrait être. Donc ça, c'est très rassurant. Ça veut dire que son cerveau se développe bien et qu'il se sent suffisamment en sécurité là où il est pour aller tester les limites. Donc ça, c'est une bonne chose, on l'oublie parfois. Et puis, et ensuite, ça va, chez les petits, impliquer beaucoup de répétitions. Et ça, c'est fatigant. C'est pour ça qu'on dit souvent de prendre soin de soi chez les parents de jeunes enfants, d'avoir des relais, de se passer la main. Ça va être important. Et puis, de continuer à dire, non, on dessine pas sur le mur, je te donne un papier pour dessiner. Donc, ce non, il va se poser plusieurs fois et c'est comme ça qu'ils vont intégrer progressivement la limite. Super. Merci pour cet éclairage. Puis ça fait du bien quand même de l'entendre de dire, mais c'est complètement normal qu'un enfant de 2 ans soit comme ça. Alors, revenons-en à la régulation émotionnelle et justement de parler de ces compétences psychosociales. C'est vrai que aussi, parfois, nous, on a tendance à perdre notre calme en tant que parents. Je pense que je lève pas un secret. Déjà, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe finalement physiologiquement quand nous, on perd notre calme et quelles répercussions ça peut avoir pour nos enfants? Alors, je sais pas si c'est normal, mais c'est humain. Donc, ça doit être normal quelque part. C'est humain de perdre son calme. Et dans ces conditions, c'est très difficile d'être rationnel et d'avoir une posture ferme et bienveillante. On est emporté, en fait. On s'emporte. Et on arrête de penser quand on s'emporte. Il y a un premier outil qu'on utilise en discipline positive qui est le cerveau dans la paume de la main de Daniel Siegel. Je peux vous faire une petite démonstration. Vous le retrouvez sur YouTube sous forme de dessin animé pour les petits, sous forme très élaborée par Daniel Siegel lui-même. Et c'est un outil en soi. Donc, on va imaginer que mon point là, c'est mon cortex préfrontal, c'est mon cerveau. Et si j'ouvre la paume de la main, ici, je vais avoir ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et le tronc cérébral, c'est toutes les réponses automatiques du cerveau auxquelles on n'a pas besoin de penser. Digérer, respirer, le cœur qui bat, tout ça, on n'a pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. On peut le monter à la conscience, mais on n'en a pas besoin. C'est connecté à ce qu'on appelle la zone limbique. Ça, c'est le cerveau des émotions, c'est la paume de ma main. Donc, les émotions se trouvent là. Par exemple, tout ce qui touche au circuit de la récompense se trouve là. La mémoire à long terme, ce qu'on apprend. Et si je plie le pouce sur cette zone limbique, je vais avoir mon centre d'alerte. Ce sont les amygdales du cerveau. Elles sont parfaitement matures dès le 8e mois de grossesse. Donc ça, c'est mon radar pour savoir si je suis en sécurité ou pas.
Et si je ne suis pas en sécurité, je vais déclencher 3 réponses réflexes qui sont généralement l'attaque, la fuite ou la sidération. Donc ça, c'est bien caché. On l'appelait avant le cerveau reptilien parce qu'en fait, c'est le plus ancien dans le cerveau. Si je replie les doigts sur mon pouce, intégralité du cortex, fonction supérieure du cerveau, et là, aux ongles, je vais avoir justement, on parlait de le fait de pouvoir se projeter, d'anticiper, d'organiser, la conscience de moi, la conscience des autres. Je vais avoir la régulation des émotions, ma capacité à être rationnelle et rechercher des solutions. Ça se trouve là. Quand je suis tout petit et qu'on m'empêche de faire quelque chose, quand je rentre du boulot et que je suis fatiguée et qu'il y a les baskets dans l'entrée et que là, ils sont déjà en train de se disputer, dîner, après, ce qui peut se passer souvent, et c'est normal et c'est humain, dans le cerveau, c'est qu'en fait, le couvercle saute. On disjoncte, en fait. Et qu'est-ce qui disjoncte? C'est mes émotions qui sont là, avec ma capacité à les gérer qui est dans mon cortex préfrontal. C'est comme un court-jus, en fait. Donc, est-ce que je peux être ferme et bienveillante? Là, non. Est-ce que je peux entendre les discours que mes parents me font parce que je viens de faire une bêtise? Non, en fait. Je vais être en prise directe avec mes émotions. Donc, le premier outil pour aller récupérer, en fait, ce centrage, ça va être de se donner un temps pour remettre ce couvercle à sa place, et c'est ce qu'on appelle le temps de pause. C'est un temps de gestion émotionnelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre votre calme? Eh oui, comme tous les parents, je pense. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice tous ensemble. Pensez à une fois, récemment, où vous avez perdu votre calme, avec un de vos enfants, par exemple. Ça pourrait être aussi avec un conjoint ou un collègue, mais on pourrait y aller sur les enfants. Ah ben moi, j'ai un exemple très récent. Il y a 2 jours, mon fils qui tape ma fille. Ouais. Donc, évidemment, tout de suite, je sens que ça me met dans je suis hors de moi. Et ce que j'ai fait spontanément, c'est que j'ai été rapidement quelques instants dans ma chambre seule. J'ai besoin de me retrouver seule parce que sinon, je vais pas du tout avoir la réaction appropriée. Et très vite, la cocotte minute va exploser, ça va dégénérer. Oui. Et quand vous dites « je le sens », c'est quoi les signaux du corps qui vous signalent que vous perdez votre calme? Alors, je sens une boule au ventre, comme une décharge, vraiment comme une décharge électrique. Je sens que ça monte. Ouais, en fait, ça monte. Ouais. Ça devient chaud, ça monte. Des palpitations aussi. Donc, le cœur s'accélère. Ouais, le cœur s'accélère. La respiration, elle est plutôt thoracique. Oui. Ouais. Et puis, je sens vraiment cette décharge, cette chaleur et le fait que ça monte, quoi. Ouais. Ça peut vite sortir, monter dans les tours. Donc ça, en fait, ce sont des signaux, et vous en avez sûrement d'autres qui signalent que votre système sympathique a pris le contrôle. Et je crois qu'on a une slide sur la fenêtre de tolérance. Je vous partage ce concept parce que c'est un concept en psychologie que je trouve extrêmement intéressant. C'est le même psychiatre, Daniel Siegel, qui propose cette démonstration du cerveau dans la paume de la main. Alors, je ne sais pas si elle est à l'écran, mais en tout cas, en fait, dans cette fenêtre de tolérance, entre ces 2 traits verts, vous avez un système nerveux qui est à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, on est bien, on se sent en sécurité, on est en pleine possession de nos moyens, et on pourrait tranquillement dire à notre enfant « Non, là, t'écris pas sur les murs, je te donne un papier pour écrire. » Okay ? Et dans cet espace, on a tous une fenêtre de tolérance. C'est là où on est capable de s'engager socialement, être en lien avec l'autre, apprendre. Mais parfois, dans la vie, il va se trouver, et je crois que c'est le slide suivant, que il y a quelque chose qui fait qu'on perd notre calme et on va sortir de cette fenêtre de tolérance et on sort par le haut. Donc, tous ces petits signaux du corps, c'est simplement votre système nerveux autonome qui est en train de vous signaler que là, il y a une déconnexion. Donc, le premier outil qui est fondamental pour moi, c'est de savoir identifier ce qui fait que je suis en train de sortir du cadre. Ouais. Et ensuite, c'est de pouvoir le partager à ses enfants. Quand vous voyez votre enfant, quand il est petit, commencer à s'énerver, peut-être que ça va être « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est où là quand tu t'énerves? J'ai l'impression que tu es fâché. Oui, c'est où dans ton corps ?» Peut-être qu'il va faire le même mouvement. En fait, c'est de lui apprendre à faire ce lien, il est fondamental. Ensuite, dans un deuxième temps, on va lui apprendre à mettre des mots dessus. C'est pareil pour les ados. Les ados, ils ont plein de... Alors, ils vont peut-être vous dire, j'ai les mains moites, j'ai les pieds poites, ça me chauffe dans la tête. Tout ça,
c'est un système nerveux qui s'emballe du côté du sympathique. Donc, le temps de pause, c'est pas il y a eu une dispute, une bêtise et on va rien faire et puis on va juste mettre le couvercle à sa place. En fait, c'est de se donner le temps de redescendre. Donc, cette régulation dans la gestion émotionnelle, elle est importante. C'est qu'est-ce que vous faites, et vous avez commencé à le dire, un temps de pause, c'est s'éloigner, c'est prendre une respiration. Et se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi. Vraiment se recentrer pour que cette température émotionnelle, elle redescende. Et que je retrouve mes capacités cognitives, en fait, pour pouvoir avoir les bons mots auprès de mon enfant et lui apprendre aussi, en effet, juste à identifier le sentiment qu'il a. Je suis en colère, ou t'es triste, ou je suis fatiguée. Parce qu'il y a aussi parfois chez un enfant, il ne le reconnaît pas, il est tout excité, puis quand on échange avec lui, c'est oui, en fait, je suis fatiguée. Oui, exactement. Donc ça, c'est pas un phénomène de mode, c'est pas une injonction à prendre soin de soi, c'est que à chaque fois que vous allez prendre soin de redescendre, de remettre le couvercle à sa place, en fait, vous allez être modèle pour vos enfants, que c'est OK de pas réagir à chaud. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir à ce qui s'est passé, mais on va d'abord apprendre à retrouver son calme. Donc, la démonstration du cerveau dans la paume de la main, le temps de pause, un espace temps de pause. Peut-être que j'ai besoin de m'isoler, d'aller dans ma chambre. Peut-être que c'est un coin tranquille où l'enfant va pouvoir aller se poser. Faites-le avec vos enfants. Ils sont très tôt en âge de le faire. On perd tous notre calme. On est très fâchés, pouf, comme ça, la boîte, elle s'ouvre. Comment on peut faire pour remettre le couvercle? Et faites une recherche d'idées avec eux. Encore une fois, il y a l'idée de avec dans la coopération. J'ai même vu des familles qui mettent qui dessinent un vase, qui mettent sur le frigidaire et chacun met ses idées de qu'est-ce qui fait que je retrouve mon calme. Ça, c'est une compétence de vie qui est fondamentale. Et quand je suis là, oubliez l'empathie, oubliez la rationalité, oubliez le fait de... On peut pas. Je crois qu'il faut accepter l'idée. C'est pas qu'on veut pas. Non, c'est que vraiment, physiologiquement, on peut pas. Et ça fait moins de dégâts, en fait, d'accepter l'idée de se dire, là, je suis pas en mesure, je peux pas. Je trouve que on se déculpabilise et ça fait du bien. Et quand je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça fait écho à ce que je vis, mais certainement ce que vous vivez aussi, c'est que nos enfants nous donnent pas mal d'idées. C'est vrai maman, viens, moi je sais que mon fils me dit souvent, viens, on fait une petite relaxation ensemble. Ça dure 2-3 minutes, mais c'est un moment où on est ensemble, il y a cette coopération, je lui impose rien. Et puis parfois, c'est vrai qu'ils nous surprennent par leur idée et leur spontanéité qui résolvent des solutions assez délicates très facilement. Alors, dernière question, mais vous y avez déjà répondu, mais je pense que ça fait toujours du bien des parents de l'entendre. Franchement, Béatrice, on ne peut pas être toujours dans la régulation émotionnelle, c'est pas possible. Même si on a envie d'être dans l'exemplarité, est-ce que c'est pas aussi notre rôle de montrer à nos enfants que on peut pas toujours être dans cette régulation? Est-ce que c'est grave, j'ai envie de dire? Non, c'est humain, complètement. Et en fait, se sentir mobilisé, sortir de sa fenêtre, c'est normal. Ce qu'on veut, c'est de la flexibilité et la capacité à revenir dans un espace où on peut être pleinement engagé. Donc, c'est normal. Et mais ça, voilà, on n'aura pas le temps peut-être de le développer, mais dans les livres de Jane Nelson ou dans les ateliers, il y a l'espace pour, par exemple, explorer ce qu'on appelle les 3 R de la réparation, reconnaître sa part de responsabilité, réconcilier, résoudre. J'ai perdu mon calme, j'ai lâché les chiens, de pouvoir, pas à ce moment-là, mais une fois qu'on a soi-même retrouvé sa rationalité, de pouvoir revenir sur l'incident en disant voilà, j'ai perdu mon calme, ça n'a pas aidé, j'en suis désolée, donc je réconcilie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans la famille pour ne pas être d'accord sans avoir à se le crier à la tête? Et on bascule en résoudre, en cherche de solutions. Si j'ai juste dit une parole blessante à mon ado parce qu'il m'a poussé à bout, j'ai dit cette phrase-là, ça a dépassé mes pensées, j'en suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Je suis vraiment désolée d'avoir dit ça. Donc ça, c'est juste une réparation. Et en fait, on vient restaurer le lien. Donc évidemment qu'on va faire des sorties de route en tant que parents, c'est normal, on en fait. Et on apprend. Mais la restauration, on leur apprend autre chose. Que ça peut être l'opportunité aussi de développer d'autres choses. L'échec, finalement, c'est pas grave. Ça peut être une force et ça peut renforcer la relation. Et puis, c'est important de leur apprendre que dans la vie, on va parfois tomber et on arrivera à se relever. Oui. Et de ne pas avoir un parent parfait,
C'est merveilleux aussi, c'est plein d'humanité et on apprend ensemble. Et ça leur montre qu'on on leur met pas la pression. Nous, on veut pas non plus des enfants parfaits. Non. Et avant de passer aux questions, parce que j'imagine qu'il y en a, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez dans le « je suis désolée ». C'est vrai que quand on travaille, par exemple, en entreprise ou en tout cas au travail, vous êtes nombreux à vous projeter dans cette situation, un simple merci d'un collègue, d'un client, d'un manager ou d'un justement « je suis désolée », ça a beaucoup de puissance sur nous et sur nos enfants. C'est aussi très, très fort. Le fait de dire « Ah ben, merci de m'avoir aidé à mettre la table. Je suis vraiment désolée. » Et eux-mêmes aussi, et ben en fait, ils apprennent par mimétisme, ils apprennent pas dans les livres. Ils disent « Oh maman, je suis vraiment désolée. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai crié dessus. » Ça fait chaud au cœur. Et en tant que parent et en tant qu'enfant, et on revient sur cette égalité de valeurs dont vous parliez tout à l'heure. Ça donne presque envie de faire des sorties de route. Écoutez. Presque. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, on va continuer et on va finir justement sur cette dernière partie qui est dédiée au langage de l'encouragement. Donc, on est à cheval, parfaite transition avec le merci, le pardon, je suis désolée dont vous parliez. C'est vrai que ça fait du bien, en tout cas en tant que parent, parce qu'on l'entend trop peu, de se dire que la culpabilité, elle sert à rien. Que finalement, c'est comme ça, on fait avec, on avance ensemble, on apprend et on apprend aussi à nos enfants que la vie, c'est tomber, c'est d'échouer, mais c'est aussi une opportunité de réparer avec ces fameux 3R. Est-ce que vous auriez toutefois quand même quelques astuces, vraiment des outils très concrets ou même des éléments de langage pour favoriser, de un, l'estime de soi, le sentiment de valeur dont vous parliez en introduction, et puis bien sûr l'autonomie, le pouvoir d'agir, parce que c'est ce qu'on veut faire, développer leur autonomie dès le plus bas âge, c'est possible. Oui, c'est souhaitable. Et il y avait une jolie citation de Dreyfus qui dit… il y a une slide d'ailleurs. Ouais. L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Encourager, c'est insuffler de la force et du courage. C'est, comme vous dites, développer le pouvoir d'agir. Et pour moi, derrière, il y a le pouvoir du encore, en fait. Et je m'explique, j'étais dans le train, il y avait un petit garçon qui devait avoir 6-7 ans et qui faisait un Rubik's Cube un peu compliqué, un peu gros, à côté de sa mère. Et je le voyais et il avait du mal. Et tout d'un coup, il se tourne vers sa mère et il lui dit là, vraiment, j'y arrive pas encore. Mais si je continue à m'entraîner, je vais y arriver. L'encouragement, c'est exactement ça. C'est tu n'y arrives pas encore. Donc, ça ne veut pas dire tu n'y arrives pas, tu es trop petit, mais de rajouter ce encore dans les éléments de langage, ça va être important. On parle de 3 formes d'encouragement et je vous les partage parce que c'est des outils simples et qui font du bien. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'encouragement descriptif. Je vais décrire quelque chose. Qui va être de l'ordre de tiens, t'as fini de mettre la table ou t'as fini de te brosser les dents ou t'as aidé ton frère à se mettre en pyjama. Exactement. Je vois que t'as vraiment tu t'es donné du mal pour terminer cette tour. Donc ça, c'est des je te vois. On en voit plein. On les dit pas souvent. Donc de pouvoir souligner, c'est encourageant et ça donne une unité de mesure à l'enfant, quel que soit son âge. La deuxième forme d'encouragement, c'est l'encouragement appréciatif. Merci de m'avoir donné un coup de main pour la table. Merci d'avoir donné un coup de main à ton frère. Il en avait besoin, ça a dû lui être utile. Donc, ce sont des merci. Et d'ailleurs… ce petit mot, il est quand même tellement banal, mais c'est un mot magique, je crois qu'on peut le dire. Le merci, c'est un mot magique. Et parfois, c'est attendu, on pense que c'est normal, tout le monde met la table, tout le monde fait son lit, mais de souligner par un merci pour ta coopération, merci de l'avoir fait, j'ai vu que tu étais à la bourre, merci, tu l'as fait. Et ça, s'entraîner, se faire des tours d'appréciation en famille, tout ça, c'est des outils qui sont très encourageants. Et puis, la dernière forme d'encouragement, c'est la mise en capacité. Je t'ai vu le faire, je sais que tu peux le faire, je pars de quelque chose qu'il sait faire, je te fais confiance pour y arriver. Tu l'as déjà fait, t'es capable. Ouais, t'es plein de patience. Je sais que là, si tu prends ton temps, cette tour, tu vas finir par la faire sans faire tomber les derniers étages. Donc, en fait, c'est de mettre le curseur sur la progression et non sur le résultat. Le compliment, il met le curseur sur le résultat. C'est très bien, tu as eu 17, c'est fantastique, tu es le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on va être… Mais ça, c'est comme un sucre rapide. Oui, bien sûr. Et on devient peut-être… Le risque, c'est qu'on peut devenir dépendant du regard de l'autre. Là, l'encouragement, c'est pas parfait. C'est en route, il y a du mouvement.
et on garde la certitude, comme l'enfant qui apprend à marcher, qu'un jour il va savoir le faire. Et ça fait partie du processus d'apprentissage, finalement, Complètement. de cette temporalité qui est pas à l'instant T, c'est vraiment dans la construction de toi, enfant, adulte aussi. Et puis, il y a cet aller-retour permanent entre l'enfant et les parents. Mais oui, puis c'est la connexion. En Ouais. fait, famille épanouie, on aurait pu dire dans le titre une famille connectée. Alors, pas aux réseaux sociaux, mais connectée entre eux, Oui, d'avoir entre nous. Ouais. Et puis peut-être que le fait d'encourager, d'avoir ces réflexes, de dire quand ça va, ben, l'enfant va nous entendre plus facilement quand on va lui dire justement, bon bah là, factuellement, tu es en retard alors que tu t'étais engagé à respecter la règle. J'imagine que ça facilite aussi le fait d'être entendu, nous, en tant que parents, quand on va dire des messages moins sympas. Oui, et c'est toute l'essence de la psychologie positive. On a des cerveaux qui sont faits pour regarder ce qui va pas, le danger. C'est pour au départ nous maintenir en sécurité. Donc naturellement, on est câblé pour voir ce qui va pas. Et sur le plan éducatif, ça dans les siècles passés, ça a été quand même assez renforcé. On est bon à trouver ce qui fonctionne pas. La psychologie positive, dont la discipline positive fait partie, ça va être de mettre le curseur sur à chaque fois que vous voyez que ça fonctionne. C'est le jour où votre fils il est pas en retard pour partir au lycée que vous allez dire tiens t'es à l'heure, qu'est-ce qui fait que tu as été à l'heure, les aider à regarder ce qu'il y a derrière, quelles sont les forces. Un enfant qui est lent, peut-être que ça lui donne la capacité d'être observateur. Celui au contraire qui est hyperactif, il a de l'énergie. Oui. Et de lui dire plutôt waouh, cette énergie j'aimerais bien l'avoir, ça te permet de faire ci et ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait vraiment de mettre le curseur ce qui est bien, parce que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a forcément des choses qui sont bien, mais c'est vrai que culturellement, je crois aussi en France, on a quand même tendance à plutôt voir ce qui va pas, voir le fameux verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et c'est aussi une habitude à nos enfants. Ils seront grands, ils seront peut-être managers, et je fais toujours ce parallèle parce que c'est vrai, en fait. On attend de notre manager qui nous dise merci, qui nous dise ce qui va, pas seulement pendant l'entretien annuel. Nos enfants, c'est pareil, ils attendent ça, de nous dire ce qui va. Super, alors je crois qu'il y a des questions. Alors oui, on a une question de Samia qui est assez intéressante, qui dit « Mes deux ados me poussent souvent à bout et je leur sors des paroles odieuses. Je culpabilise et leur explique reconnaître mes torts. À l'inverse, elles ne le font jamais et tournent la page sans s'excuser. Dois-je m'obstiner à leur faire reconnaître leur part de responsabilité ou laisser passer pour éviter de nouveaux conflits ?» Alors ça mériterait qu'on passe un moment ensemble. Intéressant. Question. Oui, alors je pars dans plusieurs directions. Je vais essayer de me centrer. Je crois que alors il y a ce conflit de s'assurer qu'en fait si c'est leur conflit, alors je sais pas ce qui fait qu'ils vous poussent à bout, mais de pouvoir poursuivre. Parfois, dans les cas extrêmes, on voudrait qu'en retour de nos excuses, ils puissent s'excuser. Sachez que quand vous vous excusez, même s'ils ne s'excusent pas, vous êtes modèle de reconnaître votre part de responsabilité, pas toute la responsabilité, mais votre part, et de chercher une réconciliation et de chercher à restaurer le lien. Ça, c'est un apprentissage et ils l'intègrent même s'ils ne l'utilisent pas, simplement en vous regardant. Parfois, ils sont tellement en tension dans leur quête d'identité, dans tout ce qui se passe pour eux, qu'ils sont pas en capacité de vous faire le retour d'ascenseur. Par contre, ça ne vous empêche pas de poser aussi vos besoins, si c'est important pour vous, de dire en fait, parfois j'ai l'impression qu'il y a que moi qui s'excuse. Hein. Parfois j'ai l'impression que est-ce que voilà, d'en faire une discussion et peut-être une recherche de solutions avec eux, de dire ça va nous arriver de pas être d'accord. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Moi, j'aimerais bien que ça passe par. Ce qui est important, c'est qu'on reste en lien. Donc, vous voyez, d'en faire un dialogue. Mais si le dialogue n'est pas possible, quand vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, c'est fondamental de continuer à faire ce que vous faites. Parce qu'ils sont en train d'apprendre, sauf que vous allez peut-être un jour entendre une de vos amies ou le responsable d'un club ou un de ses profs dire c'est incroyable la façon dont il a de reconnaître sa part de responsabilité. Et vous dites quoi? Mon fils, il fait pas ça à la maison.
Donc, donc ouais, ils sont en train d'apprendre et parfois c'est sous la surface de l'eau dans l'iceberg et on le voit pas forcément. Ouais. Et même si c'est pas tout de suite, ça peut être dans Ouais. quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais il est imprégné en fait de tout ça. Oui, mais c'est vrai que ça touche une posture de générosité chez le parent, c'est qu'il y a des choses qu'on va transmettre sans forcément voir les fruits tout de suite. Merci beaucoup. Alors, on a quand même une réaction d'Herven qui rebondit sur la question de Samia, qui pose la question de savoir quelle posture et quelle mesure adopter si l'enfant est insultant. Ah bah si l'enfant est insultant, moi ça ne me convient pas. Donc la fermeté, je vais commencer par dire que ça ne me convient pas. Si l'enfant reste insultant malgré ce qu'on s'est dit qu'il se passerait, je vais m'en tenir à ce que j'ai décidé. Donc je vous donne un exemple. Si quand il a pas ce qu'il veut, il m'insulte. Je veux dire, tu sais quoi, moi ça me convient pas que tu m'insultes quand t'as pas ce que tu veux. Donc ce que je ferai, c'est que quand je me sens insultée, je te le dirai et je répondrai pas à la question. Et ça voudra dire qu'on reprendra cette discussion quand tous les deux on sera revenus dans une zone où on peut se parler sans s'insulter. Et je fais ce que j'ai annoncé que je ferai. C'est pas une menace, je le fais. J'essaie de rester calme et j'avance là-dessus. Ça, c'est de la fermeté. Ensuite, s'il s'énerve parce que à chaque fois, je me souviens de ma fille disant, mais tu commences toujours par dire non. Et c'est vrai, en fait. À chaque fois qu'elle me disait, je vais sortir samedi, non. J'étais animée par ma peur de maman. Et en fait, de pouvoir dire, oui, de connecter avant de poser, par exemple, des limites ou, oui, je comprends que tu as envie d'aller à cette soirée, tout le monde y va. Ça serait bien qu'on puisse en parler parce que il y a des choses moi qui vont être importantes pour moi pour que je puisse te laisser filer en toute sécurité. Donc ça va être aussi passer des accords, poser les attentes. Mais non, on se laisse pas insulter et ça fait partie du cadre et de la fermeté. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des moments de vie où on n'est pas ferme et bienveillant, il y a des moments de vie où on n'est que ferme et on assume. Ouais. On assume vraiment de l'être. Et puis c'est aussi se préserver, d'être respectueux vis-à-vis de soi-même. Je pense que c'est important de le rappeler que nous, parents, on a besoin de prendre soin de nous, d'être respectueux de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin de nos enfants et qu'il y a des choses qu'on n'acceptera jamais. Oui. Et la deuxième chose que ça m'indique, c'est qu'en fait, votre ado ou vos ados, ils ont besoin de travailler une compétence qui est celle de la régulation, l'autorégulation, de rentrer dans leur fenêtre de tolérance, de ne pas être d'accord, mais de pouvoir le dire de façon respectueuse. Donc, toutes les petites choses en famille, préparer un repas ensemble, danser, chanter, jouer aux cartes, des moments où on est en lien, et bien, ça vient nourrir aussi, même si c'est complètement décalé, cette régulation. Donc, leur apprendre à se réguler. En fait. C'est un outil précieux, on en aura besoin toute ma vie. Et puis, comme vous le dites aussi, de pouvoir choisir ces moments où on est bien tous ensemble pour pouvoir parler de sujets un peu plus touchy, de reparler de ce qui s'est passé. Parce que souvent, en tant que parent, on se dit, j'en ai pas parlé tout de suite, c'est trop tard. Alors qu'en fait, je prends ce moment de pause où je sens que, je retrouve tous mes moyens cognitifs. Et après, j'aimerais bien qu'on se reparle de ce qui s'est passé tout à l'heure pour entamer cette fameuse phase de coopération, co-construction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, toi et moi, mieux la prochaine fois? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors oui, il y a quelques autres questions. Il y a une question de Sabrina. Je ne sais pas quel âge a son fils, mais elle demande comment faire. Mon fils vient la nuit dans mon lit. Vient la nuit dans mon lit? Comment faire? Je crois qu'il y a beaucoup de mamans. Oui, alors ça dépend de son âge. Je crois que je commencerai par là. Et on ouvre tout un débat, toute une discussion sur là-dessus. C'est difficile pour moi de répondre parce que il y a un contexte familial que je vais pas connaître. En tout cas, quand il vient dans votre lit, il vient dans votre espace. Il vient dans l'espace peut-être des parents. Donc ça n'est pas neutre.
Et si je reviens aux questions déjà de fermeté et bienveillance, c'est est-ce que ça vous convient? Si vous dites oui, ma foi, voilà, ça s'entend et le contexte va faire que ça a du sens ou pas. Si ça ne vous convient pas, à ce moment-là, ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez avoir besoin de travailler avec votre enfant et ça va être de travailler sur les limites, en fait, sur la juste proximité dans le lien. Donc, d'être conscient de ça. Là, il est dans votre espace. Il y a des moments où il va avoir besoin de l'être et je pourrais très bien faire un temps spécial avec mon enfant. Il vient passer un moment, on lit une histoire dans le lit. En fait, ça va être à la fois ce qui va lui convenir en termes de développement, ce qui vous convient à vous, et en prenant en compte le contexte général. Ouais. Donc, il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais elle est importante. Et il y a plein de façons de travailler sur les limites, même psychiques, en travaillant sur les limites physiques. Vous voyez ? Donc, alors, je crois qu'on arrive. oui, c'est frustrant, malheureusement. Oui, c'est très frustrant pour nous parce qu'on aurait pu encore parler pendant des heures. Mais justement, pour clôturer cet atelier, c'est vrai que la parentalité, c'est une merveilleuse aventure. Nous, on apprend en tant que parents tous les jours. Mais disons-le, c'est quand même éprouvant. Parfois, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, on a dit beaucoup de choses. S'il y a peut-être trois tips, 3 outils, 3 idées qu'on pourrait expérimenter dès qu'on retrouve nos enfants, petits ou grands, quels seraient-ils, Béatrice? Et je crois qu'il y a aussi une slide pour que vous puissiez vraiment les voir. Alors, pas les apprendre par cœur, mais les mémoriser pour essayer de tester celui que vous voulez. Je vous en prie. Ouais. Et je commencerai à dire que, comme Jane Austen, elle dit souvent que la façon dont on fait les choses a plus d'importance que ce que l'on fait. Donc, en fait, la posture qu'on va adopter, elle a plus d'importance que l'outil qu'on va utiliser. C'est bien les boîtes à outils, on en a besoin, mais en fait, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc, je commencerai par la régulation, c'est-à-dire en fait vraiment de le faire pour soi et de le faire en famille. Nos systèmes nerveux, ils communiquent constamment entre eux, donc c'est très contagieux, donc c'est chouette parce que ça se transmet, ça se partage, ça s'apprend ensemble. Donc n'hésitez pas à ritualiser les exercices de régulation avec vos enfants, que ce soit marcher, courir, faire du sport, méditer, danser, faire du yoga. Danser. Exactement, c'est vraiment important de le ritualiser, de le faire, de jouer. Jouer le jeu, c'est fantastique. La deuxième chose, ça serait de pouvoir mettre le cursus sur la coopération à chaque fois que c'est possible. Hein. Opérer à plusieurs, c'est un parti pris. Il y a des moments, c'est pas le moment. Et puis d'autres où c'est vraiment très aidant et ça nous permet d'être en lien de façon épanouissante. Et la dernière chose, c'était pas viser le parent parfait. Exactement. Il est tout bête. Ouais, il est tout bête. Culpabiliser. Mais oui, alors c'est facile à dire parce que c'est une autre injonction. N'essayez pas d'être le parent parfait. Mais je pense que de se rappeler de mettre le curseur sur le « et ». Oui. Et puis d'avoir de la compassion pour soi, pour ce qu'on fait, pour l'autre. C'est plus facile aussi. Ouais, c'est plus facile. Mais moi, je vise pas un enfant parfait. Je ne veux pas un enfant parfait et je ne suis pas un parent parfait. Ouais. Donc, on dédramatise la pression ça. Et en tout cas relâcher pour tous. Oui, on ne vise pas le 17 sur 20 en éducation. Ça serait pas humain, puis ça serait pas vivant. Ouais, je crois. Il y a une dernière slide sur la bibliographie. Donc, bien sûr, évidemment, je vous ai représenté les 2 livres de la discipline positive. Et il y en a un troisième dont vous avez parlé. Alors, il y en a 6. Il y en a un sur les ados. Et puis, oui, il y en a un sur les ados, un général, c'est celui que vous avez, les 3-6 ans. Et les 3-6 ans. Exactement. On peut rappeler aussi que Béatrice, vous animez des ateliers pour les parents. Et puis, je crois que vous avez un événement assez prochain, puisque c'est le 7, 8, 9, 10 juillet. Oui, j'anime plus grand-chose, mais début juillet, on a voilà, pour ceux qui seraient passionnés, qui ont envie de faire de l'intensif et de creuser la démarche,
Sur le site, il y a un lien vers cette formation. En tout cas, je pense que la discipline positive est vraiment en phase avec l'ADN d'Haka Yogi parce que nous, c'est toujours le petit pas. On va choisir quelque chose, on va l'expérimenter, on va essayer de faire en sorte que ça devienne une habitude. Donc, en général, en 3 semaines. Mais vraiment, ne prenez pas tout d'un coup. Choisissez ce qui vous a parlé le plus. Et nous, peu importe les sujets, voilà, chez Haka Yogi, c'est vraiment notre devise. On se met pas la pression. On prend ce qui nous parle le plus et on essaye de l'expérimenter et de l'intégrer pour que ça devienne une habitude pour soi, pour notre conjoint, et puis évidemment pour nos enfants. Plein de sagesse. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant et on va repasser Bien, la parole merci. à Thierry. Je vais annoncer une mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin de cet événement-là. Merci mesdames pour ce moment. Pour ce moment, ceux qui ont aimé, vous pouvez vous inscrire aux prochaines, donc c'est le 13 mai prochain qu'on se verra sur un sujet qui est aussi un petit peu lourd, qui est lié à la séparation et comment est-ce qu'on gère les enfants. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que personne n'est parfait, et y compris quand on est parent, on essaie de faire au mieux. Et c'est comme ça qu'on finit par y arriver. En tout cas, au moins on aura essayé. Et c'est déjà bien, de son œuvre. Et c'est déjà très très bien. Donc vous allez recevoir directement après la clôture de cet événement un email avec l'accès au replay, puisque j'ai vu que des personnes avaient posé cette question-là, et un questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à le compléter, à le remplir, soit pour nous dire que c'était génial et ça on est content, soit pour nous dire qu'on a peut-être des choses à améliorer, et on sera très content aussi d'avoir ces retours-là. Ça nous permettra de proposer des choses encore mieux la fois d'après. Merci à toutes et à tous. Je vais maintenant clôturer cet événement avec le cœur lourd, mais un petit peu léger quand même. À très bientôt, 13 mai, on se retrouve avec l'équipe Haka Yogi, toute l'équipe technique que je remercie aussi. Au revoir.